Vous n'avez pas une impression de déjà-vu ? C'est comme si on nous ressortait toujours les mêmes intrigues, les mêmes histoires, parfois avec une nouvelle forme, mais toujours avec le même fond. Les auteurs n'ont plus d'idées, le cinéma produit les mêmes films en boucle, parce que tout a déjà été raconté. Alors, à quoi ça sert ? On connaît déjà ces histoires, et quand on connaît l'histoire, on en devine la fin. C'était le cas pour la scène d'ouverture de Scream, réalisée par Wes Craven, connu pour ça, et écrit par Kevin Williamson, connu pour ça. Une jeune femme seule chez elle, un psychopathe qui s'invite, vous devinez la fin. Mais alors pourquoi cette scène et ce film ont autant marqué la pop culture et le cinéma d'horreur ? Aujourd'hui on parle des scènes de coups de téléphone dans Scream et de leur construction. Pour ça on va faire une petite introduction à la structure de scène pour comprendre comment Scream joue avec les attentes de ses spectateurs. Bienvenue dans Plot Point. L'histoire, c'est celle de Sydney, une lycéenne traumatisée par le meurtre de sa mère, qui devient à son tour la cible d'un tueur. Elle soupçonne son petit ami Billy d'être le coupable, et effectivement, c'était lui. Et lui. Ils étaient deux en fait. Et ça, c'était une surprise. Mais avant tout ça, Scream s'ouvre sur une excellente accroche qui donne le ton du film. Une longue séquence dans laquelle on suit Cassie Baker, piégée par un tueur au téléphone. Cette séquence, elle se déroule en 3 actes. D'abord, on a une exposition, ensuite on développe, et après on a une scène d'action avec une résolution. Acte 1, on nous présente Cassie. Elle est jeune, candide et seule chez elle quand elle reçoit une série de coups de fil d'un mystérieux inconnu qui insiste pour discuter avec elle. Il parle un peu jusqu'à flirter. So, you got a boyfriend? Why? You want to ask me out on a date? Situation normale, tout va bien, quand d'un coup, I want to know who I'm looking at. What did you say? la scène bascule une première fois. Cassie raccroche, mais l'inconnu continue d'appeler, ce qui met Cassie sous pression, et la tension augmente jusqu'à ce que... You hang up on me again, I'll cut you like a fish, understand? Ça, c'est l'élément déclencheur de la scène qui la fait basculer une fois pour toutes quand Cassie comprend qu'elle est en danger. Un élément déclencheur au sein d'une scène, c'est un élément qui va venir perturber une situation de base et pousser le personnage à réagir. Ici, c'est Cassie qui passe de soirée tranquille à « je dois me cacher parce qu'il y a un psychopathe dans mon jardin ». Ce premier acte, il est venu exposer le contexte, les enjeux et le conflit de la séquence, mais surtout un autre élément qui est essentiel pour l'entièreté du film. You like scary movies? Uh-huh. Le deuxième acte, c'est ce qu'on va appeler le fun and games, c'est-à-dire la partie où l'intrigue majeure de la séquence se déroule. Cassie menace l'inconnu de prévenir la police et son petit ami Steve, sauf que lui a déjà plusieurs coups d'avance. La police n'aura pas le temps d'arriver. Quant à Steve... Ça, c'est une super technique pour augmenter la tension. Le personnage réalise qu'il ne peut se raccrocher à rien, et c'est ça qui lui fait comprendre qu'il n'y a pas d'issue. Et ça, c'est immersif parce qu'on se met à la place de la proie, ou du psychopathe, je juge pas. L'inconnu propose un jeu à Cassie et pose 3 questions sur les films d'horreur. Elle répond correctement une première fois, puis se trompe, ce qui a des conséquences. Enfin, 3e question, et le tueur attaque. Pour cette partie, ce qui est important, c'est qu'on augmente les enjeux avec le meurtre du copain de Cassie, qui rend la violence et la menace réelle pour elle comme pour le spectateur, mais ça rend aussi la figure du tueur vraiment effrayante et nous prépare à son apparition. Mais le vrai point majeur ici, c'est le lien avec le cinéma d'horreur. You should never say who's there. Don't you watch scary movies? It's a death wish. Le tueur brise le 4e mur d'une certaine manière et instaure le concept de Scream qui est « ces personnages de films d'horreur connaissent déjà les codes auxquels ils vont être confrontés ». Cassie, la fille naïve qui flirte alors qu'elle est en couple, c'est le portrait classique de la victime de films d'horreur. Alors forcément, on sait comment ça va finir. Enfin, le 3e acte. Cassie est pourchassée par le tueur et elle a une chance de s'en sortir quand ses parents rentrent. Sauf qu'on est dans un film d'horreur, alors forcément... Mais même si on connaît la fin, l'écriture de la scène nous garde attentifs à l'action. Comment ça marche ? Sans trop rentrer dans le détail, une scène va être structurée par rapport à des beats qui sont des changements de direction de l'intrigue. Un beat peut avoir une valeur positive ou négative, et plus il s'enchaîne rapidement, plus la scène s'accélère. Et un très bon moyen d'écrire une scène de tension, c'est d'alterner ces valeurs. Par exemple ici, elle voit la voiture de ses parents, se fait attraper, réussit à s'enfuir, il lui saute dessus.
Puis la scène continue jusqu'au climax, où la tension augmente. On a un événement cette fois très positif, elle a une chance d'être sauvée, mais elle n'arrive pas à crier. Du coup, c'est fini pour elle. C'est une scène classique avec une mécanique simple. On a une exposition, puis les taux se resserrent quand un des personnages prend le dessus, ensuite on a une scène d'action et une résolution. C'est une structure qu'on retrouve dans n'importe quel film d'horreur, sauf qu'on n'est pas dans n'importe quel film d'horreur. Par la suite, on rencontre Sidney, le personnage principal, à qui le meurtre de Cassie rappelle celui de sa mère. Donc c'est pas trop la forme. Elle se retrouve seule chez elle et reçoit un appel. Là, elle pense qu'on lui fait juste une blague. Sauf que nous, on sait que c'est le tueur qui l'appelle, parce que cette scène se déroule de la même manière que la séquence précédente. Ça, c'est une ironie dramatique, quand le spectateur connaît plus d'informations que le personnage. Pour le coup, ça crée du décalage, mais aussi de la tension, parce qu'on s'attend à ce que Sidney se fasse attaquer. La différence, c'est qu'ici, on est plus en empathie avec elle, parce qu'on a passé une bonne partie du film à la suivre. Et cette séquence aussi, elle est construite en 3 actes. D'abord, une phase d'exposition. Sidney, contrairement à Cassie, est anxieuse de rester chez elle, puis le tueur appelle. Sauf qu'au moment où le tueur amène la question des films d'horreur qui précèdent son jeu, Sidney casse la dynamique. What's your favorite scary movie? Oh, come on, you know I don't watch that shit. Sidney ignore qu'elle est une proie et se moque inconsciemment du tueur en le provoquant. Quand finalement... Okay, bye now. If you hang up on me, you'll die just like your mother. Élément déclencheur, la scène bascule, on arrive dans le 2e acte, et le tueur attaque. Elle lui échappe, réussit à prévenir la police, et le tueur disparaît. C'est à ce moment-là que Billy, le petit ami de Sidney, débarque. C'est le 3e acte. Et là, on pense qu'elle est sauvée, quand... Elle s'enfuit, l'action reprend, mais la police arrive. Cette séquence répète le même schéma que la première, par son contenu comme par sa construction, ce qui va efficacement nous impliquer dans son déroulement. Mais la séquence s'achève sur d'autres résultats, on a déjoué les attentes. Dans son livre de théorie Save the Cat, Blake Snyder évoque un adage hollywoodien concernant l'intrigue d'un film. Same but different, la même chose mais en différent. Et ça, c'est le sale petit secret des producteurs de cinéma. On cherche pas l'originalité, mais plutôt des idées familières, avec un nouveau regard. Pourquoi ? Parce que tout a déjà été raconté. C'est le cas de Scream qui contient tous les codes de son genre, le slasher. Des ados insupportables, un discours sur le sexe, des manières créatives de tuer, mais au milieu de tout ça, on a Sidney qui ne s'inscrit pas dans ces traditions. Elle a un traumatisme, une personnalité plus complexe, et comme les autres, elle est consciente des codes du slasher. Et là où tout ça prend vraiment forme, c'est au climax du film. Les personnages participent à une soirée qui tourne mal quand le tueur débarque. Un paquet de personnages se fait tuer, dont Billy, le petit ami de Sidney. À partir de là commence la séquence du climax. On a d'abord un premier acte qui est une scène de poursuite dans laquelle Sidney essaye de survivre. Puis le 2e acte, on a une scène de révélation majeure très bien construite. Sidney s'enferme dans la maison et découvre que finalement Billy n'est pas mort. Tout est sous contrôle jusqu'à ce que Billy révèle qu'il est le tueur. Elle demande alors de l'aide à Stu, qui est lui aussi le tueur. La scène bascule, 3e acte, Sidney se retrouve piégée et les deux lui expliquent leur plan pour s'en tirer. Ça semble fichu pour Sidney et tout pourrait s'arrêter là, quand elle réussit à disparaître, et là, le téléphone sonne. C'est marrant de noter que c'est la même séquence que Cassie, mais qui se déroule à l'envers. Sauf que cette fois, ça va se passer autrement. On a un 4e acte. Maintenant, c'est Sidney qui dirige le jeu, et c'est eux qui ont peur. Billy la cherche, mais il est diverti par la télévision. Un tueur va trouver la victime cachée dans le placard, quand d'un coup, c'est lui qui se fait planter par Sidney qui sort du placard. Si c'est pas méta, ça. Ça se bagarre, il y a de l'action, jusqu'à ce que Sidney la batte dans un dernier soubresaut de clichés. Cette scène, c'est la 3e itération des séquences de téléphone. Et en faisant écho aux autres, ça lui permet de renverser efficacement la donne. La proie et le chasseur ont inversé les rôles. Et c'est ce qui rend cette séquence fun. Parce que Sidney, contrairement aux autres Final Girls, ne fait pas que survivre au tueur. Elle se venge et elle reprend le dessus. Et ça, c'est original. Pourquoi ? Parce que tout a déjà été raconté, mais pas de toutes les manières. Changer la forme d'une histoire, trouver la manière spécifique de la raconter, va forcément faire évoluer le fond
Et c'est parfois dans ce petit espace de nouveauté que se trouve la créativité et les bonnes idées qui rendent une histoire unique. D'où l'importance d'apprendre à maîtriser les règles et les codes en étudiant les films et leurs scénarios. Et c'est ça qui rend Scream particulier. C'est une parodie de slasher, mais qui est vraiment un slasher. On a des ados débiles, mais qui connaissent tellement les films d'horreur qu'ils s'en sortent, des meurtres gore d'un côté et un tueur vraiment pas toujours crédible de l'autre, et enfin Sydney, la final girl en détresse, qui en reprenant le dessus sur la fin, apporte un discours féministe, comme un nouveau souffle au genre. Mais concernant la question, je vous invite plutôt à aller regarder la vidéo des Demoiselles d'horreur qui traite le sujet plus en détail. Scream est devenu culte parce qu'il a joué avec nos attentes au niveau de son genre, mais il a aussi déjoué les attentes au niveau même de son film, en 3 temps. Il dresse un motif, le répète et l'inverse. C'est ce qui rend la forme de son scénario efficace et rend le film fun à regarder, qu'on soit cinéphile ou non. Alors quand vous voulez écrire une histoire, faites comme Sydney. Soyez conscient des codes, cherchez à comprendre comment et pourquoi ils marchent. Parce qu'une fois qu'on les maîtrise, c'est là qu'on peut les briser pour surprendre et créer quelque chose de nouveau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me le dire en commentaire ou avec un j'aime. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!